Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Vous allez découvrir un nouvel épisode des Aventures de Teddy, un serial voyageur qui nous raconte ses 10 années de vie à l'étranger dans de nombreux pays. Il se lancera ensuite dans un tour du monde au long cours. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, je vous invite à le faire pour mieux comprendre son parcours. Je vous laisse avec Teddy. Bonne écoute! Eh bien, nous sommes à nouveau avec Teddy pour continuer à parler de son road trip en autostop en Amérique du Sud pour aller au plus bas possible de l'Amérique du Sud. Mais il va nous raconter tout ça. Salut Teddy! Salut Fred, bonjour tout le monde. Alors donc, la nouvelle étape de mon voyage est certainement la plus importante pour moi et celle qui va me laisser le plus de souvenirs au point de vue développement personnel, si je puis dire. Et donc j'ai continué donc, de Santiago vers le sud du Chili en stop, sans vraiment savoir où m'orienter, mais l'idée était de descendre le plus bas possible. Et donc je suis passé par plusieurs endroits merveilleux. Ça va falloir que le Chili, c'est une terre tellement riche en paysages, donc les volcans, les déserts. Donc là, le sud est beaucoup plus vert, bien entendu. Donc de la neige aussi. Donc on s'approche de paysages totalement opposés au nord. C'est ça qui est assez dingue là-bas. C'est que le nord tellement sec, tellement aride, et le sud tellement plus vert, montagneux, et avec des plages merveilleuses aussi. Donc, et là, j'étais dans une optique de découvrir les paysages et aussi la randonnée. Et c'est là où j'ai commencé à voir que j'adorais ça. J'adorais marcher dans la nature, dans les grandes étendues, prendre de la hauteur. Et ça me permettait de me retrouver, de me challenger. J'adore me challenger et faire face à de nouveaux défis. Et du coup, ce périple dans le Chili, donc dans la partie sud, c'était faire des randonnées, dormir dans la nature, seul, faire des rencontres, comme toujours. Et c'est ce que j'y ai trouvé. J'ai trouvé donc plein d'endroits. J'ai fait l'ascension d'un volcan. C'était chouette. Oui. Et quand on se retrouve comme ça en pleine nature et qu'on est seul, alors effectivement, tu nous as expliqué dans les épisodes précédents que d'avoir une personne en responsabilité, c'est difficile, mais d'être totalement seul, qu'est-ce que ça apporte et quelles sont les peurs qu'on peut avoir? Alors, je ne cache pas que la première nuit dans une tente seule au milieu de la nature, ça peut être effrayant. Ça peut être effrayant parce que c'est là où on est livré à soi. On ne sait pas où on est vraiment, on ne connaît pas l'histoire, les gens qu'il y a autour, et on se dit toujours au moindre bruit, c'est pour moi. Alors qu'en fait, non. Enfin, ça peut l'être, je ne dis pas, il peut y avoir du danger, mais on s'y habitue au final, et après, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Mais moi, je sais que je peux être très solitaire aussi parfois, malgré que je peux être très sociable et j'adore rencontrer les gens, mais j'aime beaucoup me retrouver seul, et je me suis surpris à aimer vraiment, les grandes étendues, à se découvrir en fait, à se découvrir seul face à tout ça, et planter sa tente à un endroit où on ne sait pas encore, on ne sait pas où on va dormir, on ne sait pas ce qu'on va découvrir le lendemain, et j'ai trouvé ça incroyable de faire des randonnées de plusieurs jours avec tout son sac, tout le matériel sur soi, et de croiser des gens aussi. Parce qu'on n'est jamais vraiment seul, c'est-à-dire qu'on peut peut-être être seul dans sa tente au soir, mais il y a peut-être une tente plantée à quelques mètres à côté, et on fait un feu de camp le soir, et on mange ensemble, on donne un bout de chocolat, on nous donne un peu de riz, donc c'est des moments comme ça qui sont aussi incroyables au milieu de nulle part en fait. Et comment tu abordes les gens qui sont proches? Est-ce que c'est toujours simple, ou il y a aussi cette appréhension? Dans ces moments-là, par exemple dans les moments des randonnées, déjà, on sait qu'on est à cet endroit-là, c'est qu'il y a un objectif commun, c'est-à-dire qu'on veut arriver au même point de vue, on sait que la prochaine ville, il y a aussi quelque chose de beau à voir, donc on aborde tout ça, et on se rend compte que les gens ont à peu près le même itinéraire en tête, la même idée du voyage, donc
Donc on se dit, bon, ben voilà, on les aborde, ils nous abordent, on échange, on marche un peu ensemble parfois. On peut peut-être marcher 1 heure et se soutenir un peu même mentalement, parce que parfois ça peut être 1 heure sur du gros dénivelé. Donc ça fait du bien d'avoir quelqu'un à côté et dans des moments un peu de fatigue de parler en fait. Et du coup, le temps passe vite déjà. Et peut-être parfois on se retrouve au soir au campement et on fait un feu ensemble. Et du coup, les conversations se font naturellement, on échange nos voyages en fait. C'est surtout là, ça va être plus centré sur le voyage. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils veulent voir. Et en fait, on se rend compte que on a tous un objectif un peu commun. On veut surtout, c'est se découvrir aussi. En fait, on veut se challenger au-delà de voir la nature. Le parallèle que je peux faire, l'image que ça me donne, c'est qu'en fait, tu as vécu quelques-uns des plus beaux moments de ta vie et d'introspection avec des gens que tu as croisés pendant 1 heure et que tu n'as plus jamais vus. Exactement. Et des gens, parfois, je sais même plus leur nom, et parfois, peut-être, j'ai même pas demandé leur nom, en fait. C'est qu'à ce moment-là, on donne pas d'importance à un prénom, à une identité, en fait. On donne plus d'importance à l'émotion, en fait, qu'on vit sur le moment. Et c'est ce qui fait qu'on se dévoile totalement, en fait. C'est qu'on donne aucune importance à tout ce qui nous enveloppe, tout ce qui fait qu'on en est arrivé là, en fait. On donne à 100% dans le moment présent. Exactement, c'est exactement ça, c'est le moment présent et rien d'autre. Et même si on parle un peu du futur par les étapes qu'on a envie de suivre, mais c'est juste le ressenti. J'ai le souvenir de faire un feu de camp avec une vue sur un glacier avec deux personnes belges que j'ai rencontrées et une chilienne. Et on profitait juste de la vue au réveil. Il y avait du calme, parfois on parlait, mais je me souviens même pas de leur nom. Je sais même pas si je leur ai demandé vraiment. Honnêtement, je pourrais même pas dire. Mais c'est juste qu'on vit le moment présent. Et on vit avec des étoiles plein les yeux, les mêmes émotions, et puis hâte de reprendre la route et de continuer jusqu'à la prochaine étape. Ouais. C'est sublime, et je pense que c'est vraiment une très très belle leçon que tu nous apportes là et que les gens peuvent garder. C'est une fois que les barrières elles tombent, en fait, on est les mêmes personnes et on est dans l'instant présent, et c'est le plus important, effectivement. Exactement. Et donc là, tu es dans ces chemins de randonnée qui vont t'amener vers où ? Alors donc sur ce chemin donc de randonnée, de stop, donc toujours à la recherche du sud chilien, de l'extrême sud chilien. Donc forcément on arrive dans la Patagonie, côté chilien, donc qui est un endroit qui a sa réputation par la beauté de sa nature, de ses glaciers, de ses cours d'eau, de ses lacs, de ses montagnes. Et elle mérite très bien sa réputation, la Patagonie. Et à savoir qu'en Patagonie, c'est plus compliqué le stop. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui essaient de voyager là-bas en stop pour très peu de voitures. Donc beaucoup moins de population, moins de routes. Donc on peut attendre beaucoup de temps en fait à faire du stop là-bas. Et ça m'a surpris. Ça m'a surpris au début parce que il faut prendre son mal en patience. Et au final, il n'y a qu'à ouvrir les yeux, regarder ce qu'il y a autour, et on se dit, bon, on attend, mais c'est beau, c'est très beau d'attendre ici. Une autre leçon que je vois, que je perçois en t'écoutant, c'est qu'on apprend aussi à relativiser le temps, qui ici nous paraît toujours trop court, tout va vite, on regarde l'heure, on se dit à quelle heure on a fini, etc. Là, je suppose que tu as dû attendre des heures et des heures sans rien faire, je suppose. Exactement. Et j'ai même des vidéos parfois ridicules où je joue à la marelle. Vraiment, parce qu'en fait, notre esprit, au bout d'un moment, on va lire un livre, on va chanter, au bout d'un moment, on voit un caillou, on dit, on va faire une marelle. Je sais pas pourquoi, mais ça te traverse. Il y a des idées qui te viennent comme ça, tu vas te mettre à jongler avec un caillou. Enfin, tu t'occupes, mais tu n'es pas frustré parce que c'est beau tout ce qu'il y a autour, et tu as hâte de voir la prochaine étape. Et d'ailleurs, en Patagonie, il y a un dicton qu'une personne que j'avais rencontrée m'avait dit au début et que je comprenais pas trop le sens. Et alors, traduit en français, c'est qui se précipite en Patagonie perd son temps. Et sur le coup, je comprenais pas vraiment. Et en fait, au fur et à mesure que j'avançais, je me dis oui, tu peux pas te précipiter en fait. Faut prendre le temps d'apprécier en fait tout ce qu'il y a autour. Et si tu te précipites et tu te dis voilà, je veux traverser la Patagonie en 2 jours, tu vas passer à côté de tellement de choses en fait. Et déjà, ce sera pas réalisable à moins que tu prennes une voiture et que tu fonces toi-même. Mais faut accepter en fait que parfois la nature prend le dessus sur l'homme, et faut prendre son temps.
Dans cette idée, tu nous parlais de développement personnel. Est-ce que ça, c'est déjà une première prise de conscience que tu as eue qui t'a un peu transformé, ou il y a d'autres aventures qui t'ont encore... Ça en fait partie. Il y a déjà eu des éléments dans les voyages précédents, mais c'est clair que de ne pas être frustré pour rien, c'est quelque chose aussi qu'on apprend en fait dans le voyage. C'est qu'on vit tellement des beaux moments qu'on ne peut pas laisser place à la frustration dès que quelque chose ne va pas dans notre sens ou n'irait pas dans notre sens. Et surtout qu'à partir du moment où on accepte ça, on relativise, on positive, et en fait on va avoir d'autres moments qui vont arriver et qui n'étaient pas prévus. Et au final, comme on est dans une énergie un peu plus positive, on se laisse porter par ces éléments-là. Et d'ailleurs, en Patagonie, en descendant donc vers la route, la Panamérica, si je ne dis pas de bêtises, il y a jusqu'à un petit village qui s'appelle la Caleta Tortel, donc qui est un des 2 derniers villages de la route Patagonie niveau Chili, au côté chilien. Je me suis rappelé qu'un ami que j'avais rencontré quand je vivais à Lisbonne m'avait dit que son oncle travaillait au Chili et brassait sa propre bière au Chili, et il m'avait dit le village et je me souvenais plus, et en arrivant là-bas je me suis dit mais ça me dit quelque chose ce nom, et je suis reparti dans le message, je me suis dit ah oui c'est là, donc je me suis dit on va aller voir un Français qui s'est installé là au milieu de nulle part, un petit village de 500 habitants, et en fait, je suis arrivé à ce village et je l'ai rencontré, et il m'a expliqué que pour accéder au prochain village, ce sera très compliqué de faire du stop ou même en bus, puisque personne ne va dans le sens là. Donc j'ai dû réserver un bus pour une semaine plus tard, et j'ai travaillé avec lui pendant une semaine dans son petit bar en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut accepter à ne pas... J'aurais pu être frustré, me dire ah oui, une semaine, j'avais prévu de partir avant, et du coup je me serais dit tant pis, je vais essayer, alors qu'au final j'ai passé une semaine avec cette personne que je ne connaissais pas, et j'ai vendu sa bière dans un petit bar qu'il brassait fin fond du monde, quoi. Tu t'es offert de la richesse en prenant du temps, tu t'es offert de la richesse en partageant des moments d'exception avec ces personnes. Juste une question vraiment, mais totalement terre à terre. Pourquoi aller brasser une bière à cet endroit-là où il n'y a pratiquement plus personne qui passe? Il te l'a expliqué? C'est un des plus beaux villages chiliens en fait. C'est-à-dire que déjà dans le nord du Chili, on me parlait de ce village, mais j'en prenais pas conscience. Je me suis dit je passerai peut-être par là, on verra. Et en fait, en arrivant là-bas, c'était magnifique. Et lui, son histoire, c'était il était sommelier en France, il a rencontré une Chilienne, il est parti vivre au Chili avec elle, et en voyageant, il est tombé amoureux de cet endroit-là, et du coup, il s'est dit, pourquoi pas brasser ici, alors que rien ne le facilite, rien ne lui facilite la tâche à le faire là, en fait. C'est une histoire de vie, en fait. Une histoire de vie, c'est un endroit plutôt hostile, parce que là, moi, j'y suis passé pendant l'été ou début automne, mais il me disait qu'en hiver, la route n'est pas accessible, ils ont un camion de provisions de fruits et légumes qui arrive une fois par mois, et je me dis, mais comment cet homme peut produire de la bière ici? Et je trouvais ça incroyable, et du coup, au final, j'ai peut-être loupé des choses, il y a des endroits que je voulais visiter que j'ai pas fait, par manque de temps, mais j'ai vécu une semaine avec cette personne, et j'ai trouvé ça incroyable de ce mode de vie. Alors pour la petite histoire, parce que c'est en off qu'on en a parlé, mais tu parles de manquer d'autres choses parce que tu avais un vol retour de programmé, donc ton temps était entre guillemets compté en Amérique du Sud. Mais voilà, c'était pour réexpliquer un petit peu le contexte. C'est ça. Et donc quand tu termines cette semaine de brasserie, quelle est la suite du voyage? Alors la suite, c'est arriver au petit village de Villa O'Higgins, qui est le dernier village sur la route de la Patagonie donc chilienne, et en fait c'est à cet endroit que j'ai décidé du coup de traverser la frontière pour arriver côté argentin. C'est pas forcément l'endroit le plus facile pour arriver en Argentine, parce qu'il y a des routes un peu plus au nord qui permettent d'accéder en Argentine, mais là cet endroit en fait il faut traverser un lac, donc il y a des bateaux qui traversent un lac, et ensuite c'est 2 jours de marche pour arriver à la première ville d'Argentine. Et du coup, donc c'est étonnant parce que même le poste de frontière, entre guillemets, c'est un homme dans une petite cabane au milieu de la nature qui contrôle ton passeport. Donc en gros, tu pourrais très bien y passer à côté, personne ne te verrait, mais il faut le tampon, bien entendu, il faut toujours bien faire ça. Mais c'est génial de passer une frontière en marchant 2 jours comme ça dans la Patagonie. Oui. Et une question, parce qu'on ne l'a pas évoqué depuis le début, mais on a parlé de matériel, d'organisation. Alors bien sûr, j'imagine que tu devais avoir un sac à dos très, très lourd avec au moins quelques éléments pour ne pas avoir froid, puis entre deux, pouvoir porter. Physiquement,
quand on fait tout ce que tu nous racontes, même si on a compris que tu prenais ton temps parfois et tout, physiquement, comment on tient le coup? C'est fatigant. J'ai perdu du poids, que ce soit dans le voyage en Australie ou au Chili, parce que marcher avec le sac à dos, donc la tente, sac de couchage, tout ça, surtout que j'ai pas de grande expérience moi en randonnée, mais j'aime tellement le challenge, je me dis si quelqu'un peut le faire, je vais le faire aussi. Mais j'apprends au fur et à mesure, mais c'est vrai que c'est quand même éprouvant physiquement, parce que aussi on se restreint un peu sur la nourriture, parfois, on se restreint. On mange plus à sa faim, sans surconsommer comme parfois on pourrait le faire nous dans notre quotidien. Donc c'est physiquement fatigant, mais le plaisir qu'on prend prend le dessus en fait. C'est-à-dire qu'on ne ressent pas vraiment la fatigue, c'est-à-dire qu'on sent les jambes qui à force de marcher sont un peu fatiguées, mais quand on marche comme ça, puis on arrive à un point de vue magnifique, on se dit ça valait le coup. Ton moteur, c'est le plaisir. T'as axé ton cerveau sur ça pour faire passer la fatigue. C'est exactement ça. Donc il y a un moment, on oublie le poids du sac, on le ressent, mais on l'oublie, et on se dit voilà, j'ai besoin aussi de ce matériel, mais après voilà, comme tu l'as dit, au niveau matériel, c'est qu'on s'adapte au fur et à mesure du voyage aussi. C'est vrai que je n'avais pas précisé, mais en descendant vers la Patagonie, la météo plus fraîche, les nuits plus froides, dormir à côté d'un glacier, on le ressent. Donc j'ai acheté du matériel entre-temps aussi pour faire face à ça. Donc ça rajoute du poids, on se débarrasse de certaines choses aussi. Donc on s'adapte en fait au fur et à mesure. Après, selon l'expérience des gens, il y a des gens qui ont toujours fait ça, donc ils sont prêts. Moi, c'est pas trop le cas, donc j'ai appris sur le tas en fait. Ok, et donc là, on arrive à la fin de ton périple. Tu viens de passer la frontière. C'est quoi la dernière étape ? Alors, la dernière étape, donc là, j'étais un peu pris par le temps, parce qu'en fait, j'avais un vol de prévu à Punta Arenas, qui est la ville au sud du Chili, une ville où il y a un aéroport qui permet de retourner à Santiago. Mais avant d'aller à Punta Arenas, je m'étais mis en tête, même si j'avais un délai très court, d'aller jusqu'à Ushuaia, donc la ville la plus au sud, côté argentin. La ville la plus au sud du monde, mais les Chiliens ne sont pas d'accord, donc j'ai précisé côté argentin pour mes amis chiliens. Mais et c'était l'accomplissement en soi en fait, c'était d'arriver là, c'était chouette d'être à Ushuaia et d'être si proche du pôle sud en fait. C'est incroyable de se dire le chemin parcouru depuis le nord du Chili avec ma compagne jusqu'à arriver là, et de faire une dernière randonnée, prendre un peu de hauteur, un peu de recul et réfléchir sur tout ce qu'on a fait et puis devoir repartir. Donc voilà, l'Argentine c'était bref, mais c'était surtout 2-3 randonnées qui m'en ont mis plein les yeux, et de voir la Patagonie argentine, c'était super beau aussi. Mais en même temps, on se dit le voyage touche à sa fin, et donc on appréhende un peu le retour. On prend un vol de Punta Arenas jusqu'à Santiago, et à Santiago, il reste 2-3 jours avant de retourner à la réalité. Donc c'est des étoiles plein les yeux, mais le cœur léger et lourd à la fois. Léger parce qu'on se sent tellement bien, tellement libre, et lourd parce qu'on laisse des moments incroyables derrière, des gens incroyables, et voilà, il faut retourner à la réalité. Et puis il y a une compagne qui attend à ce moment-là, la famille qui attend aussi. Il n'y a pas le choix, il faut rentrer. On se dit, des gens nous attendent, donc faut rentrer. On fera le point dans le prochain épisode sur les émotions du retour. Encore une fois, pareil, vous ne le voyez pas, mais quand Teddy me parle, ses yeux sont marqués d'émotions. Et je pense qu'il y a autant d'émotions positives que d'émotions, je dirais, de tristesse. Mais je pense qu'il y a aussi de la joie de revivre et d'avoir partagé avec vous toutes ces aventures qui, pour un grand voyageur, à mon avis, veulent dire quelque chose. Donc voilà, prochain épisode, ce sera un retour en France, un bilan pour nous expliquer aussi un petit peu quel est l'avenir pour Teddy. Donc voilà, merci Teddy pour cet épisode, et puis rendez-vous au prochain épisode qui sera un peu un bilan de ces voyages passés pour parler bientôt du futur. Merci, à bientôt. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si vous avez aimé ce moment de partage, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute, et surtout, abonnez-vous au podcast Loin de chez soi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.